Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce débat pour le second tour des élections présidentielles. Les sondages ne se sont pas trompés. Très tôt donné en tête des intentions de vote, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont remporté le premier tour de la présidentielle et s'affronteront donc le 7 mai pour accéder à l'Élysée. Sur le plan des programmes, tout oppose le candidat d'En Marche et la candidate du Front National. Ils portent en particulier deux visions de l'Europe aux antipodes l'une de l'autre, un antagonisme qui se retrouve également dans les thèmes aussi variés que l'emploi, l'immigration, l'éducation ou encore la laïcité et les questions qui concernent la famille et la société. Pour débattre aujourd'hui dans ce studio, Francis Palombi. Francis Palombi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez le candidat Emmanuel Macron et à vos côtés, Jean-François Pardigon. Monsieur Pardigon, bonjour. Bonjour. Vous représentez la candidate Marine Le Pen. Pour vous poser des questions également, Patrick Biancone. Bonjour. Bonjour Patrick. Et Michel Mollingue. Bonjour Michel. Bonjour. Les candidats, donc on va un petit peu faire le point sur les relations que vous avez avec ces candidats. Donc Jean-François Pardigon, vous connaissez bien Marine Le Pen? Oui, je la connais bien, nous nous tutoyons et je l'ai toujours soutenue, même avant son élection à la tête du mouvement. Vous mangez avec elle régulièrement, vous vous téléphonez? Ça m'arrive, oui. Monsieur Palombi, vous connaissez bien Emmanuel Macron? De par mes fonctions, bien évidemment, de président des commerçants de France, j'ai travaillé avec l'ancien ministre de l'économie. Une sympathie s'est créée entre nous. Il a toujours prêté une attention toute particulière à ce que je défends et ce que je porte. Et c'est vrai, une forte sympathie, s'est créée, nous étions encore ensemble il y a 8 jours au marché de Rungis pour évoquer différents problèmes avec les entreprises. Et vous vous tutoyez? On se tutoie, je lui fais des petits SMS, et il me les renvoie, il est toujours très direct, très bref, mais il s'exprime très rapidement, il est très réactif. C'est un ami? Un ami, il faut quand même relativiser, c'est une relation très amicale, mais c'est quand même un monsieur qui est à un certain niveau politique, mais c'est une relation très amicale pour moi, oui, je le dis. Je vous rappelle donc les résultats au niveau national. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche avec 24,01% des voix, devant Marine Le Pen 21,30%. En troisième position, François Fillon a obtenu 20,01% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon 19,58% et Benoît Hamon 6,36%. Aucun autre candidat n'a franchi la barre des 5% des voix. Et bien sûr, la Lozère se distingue et les résultats ne sont pas les mêmes qu'au niveau national, puisqu'en Lozère, François Fillon arrive en tête avec 22,82% des voix, suivi par Emmanuel Macron, 21,73%. Jean-Luc Mélenchon 19,70% et Marine Le Pen arrive en quatrième position 18,89%, suivi de Benoît Hamon 5,68%. François Fillon, donc je vous l'ai dit, arrive en tête avec près de 23% des voix. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy avait totalisé en 2012 28% des voix en Lozère. Il réalise ses meilleurs scores dans le nord du département. 62,5% par exemple à la Ville-Dieu. Il arrive en tête, François Fillon, à Saint-Chély-d'Apcher, Lacanourgue, Marvejols ou encore Chanac. Quant à Emmanuel Macron, il arrive en tête à Mende et Langogne. Pas Chanac. Pas Chanac. À Chanac, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. D'accord. Donc il n'arrive pas en tête à Chanac. Emmanuel Macron arrive en tête à Mende et Langogne. Il faut savoir justement que Emmanuel Macron pour Mende avait le soutien du maire de Mende et du sénateur de la Lozère. Marine Le Pen arrive à égalité à Fournel avec François Fillon. Elle fait donc un très bon score aussi. Vous nous le préciserez tout à l'heure, Monsieur Pardigon. Sur près de 25 communes lozériennes. On va y revenir. Son meilleur score est toutefois à Chauchaille, dans le nord du département. Au niveau du département, elle arrive en quatrième position, je l'ai dit, avec 18,89%, mais elle progresse, plus 1,6% par rapport à 2012.
Les Cévennes gardent le cap à gauche en votant pour Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position en Lozère avec 19,70. Il augmente son score de 7 points par rapport à 2012. Il arrive en tête bien sûr à Florac avec 33,96% des voix. Son record est à Montleson avec 61,54% des suffrages, donc pour Jean-Luc Mélenchon. Quant au candidat socialiste Benoît Hamon, eh bien, il obtient en Lozère 5,68% des voix. Il s'écroule totalement comme au niveau national. Nous revenons sur les résultats nationaux avec vous, Michel, pour la première question. Voilà une question que j'adresse à M. Pardigon. Ce score de 21,3% pour Marine Le Pen est-il pour vous quand même un petit peu décevant? On ne peut pas dire qu'il est décevant. Marine Le Pen est au second tour, donc nous sommes satisfaits du résultat. Nous sommes d'autant plus satisfaits que, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, nous avons dans les perdants un réservoir de voix très important. Donc nous sommes confiants sur le second tour. Une question à M. Palombi. La victoire au premier tour d'Emmanuel Macron ramène vers lui un certain nombre de ralliements, de soutiens. Est-ce que vous pensez que ça peut plus l'aider que lui poser des soucis? Écoutez, je vous réponds très clairement, comme il le ferait, je pense, s'il était aujourd'hui ici parmi nous, ça ne lui créera pas de soucis. D'abord parce que Emmanuel Macron a pris une position, vous l'avez découvert au fil des semaines dans son programme, il veut faire place à la citoyenneté politique. C'est clair, c'est net. Ce qui veut dire que la réflexion s'établira, bien sûr. Certaines candidatures politiques demeureront. Je n'ai pas dit non plus que ce serait 100% des candidates ou des candidats citoyens. Mais sur le fond, sa majorité va se constituer avec beaucoup de citoyenneté et le programme est citoyen, la stratégie, l'évolution démocratique est citoyenne et la vocation d'Emmanuel Macron, vous le découvrirez avec sa nouvelle affiche, c'est le rassemblement des Français pour la réussite de notre pays en France et bien sûr en Europe et également dans le monde. Le soutien de François Hollande ne le gêne pas, M. Palombi? Non, je ne le pense pas. D'abord, Emmanuel Macron ne s'est jamais caché. Il a été ministre de l'économie sous le gouvernement de François Hollande. Quand il a décidé de se présenter aux élections présidentielles, il a eu la dignité et il n'a pas trahi, comme on l'a souvent dit parfois au niveau de ses détracteurs. Il n'a pas du tout trahi. Il n'était pas en convenance en tout point, sur pas mal de points, avec le président de la République actuelle. Il a démissionné et il a construit son programme avec la France, avec les Français. Et il n'y a pas de raison. Le président de la République est un citoyen également, c'est un homme. C'est un homme qui a exprimé son choix. Et on peut imaginer que, compte tenu de la situation dans notre pays à l'occasion de ces élections particulièrement cruciales et importantes, c'est un grand moment pour notre pays, eh bien, le vote citoyen, bien sûr, mais le vote utile et le vote qui préserve, le vote qui permet d'aller de l'avant est absolument nécessaire. Patrick, on revient un petit peu sur les résultats de la Lozère. Tout à fait. Alors, M. Pardigon, Marine Le Pen seulement en 4e position dans ce département de la Lozère. Est-ce que c'est pas déjà une petite déception? Et puis après, quand on analyse les résultats dans les grands chefs-lieux de bassin de vie de notre département, on se rend compte que dans certains secteurs, il y a une stagnation. C'est le cas à Saint-Chély-d'Apcher, où on est quasiment sur les mêmes chiffres qu'en 2012. Et même à Marvejols, il y a une baisse du nombre de votants en faveur de Marine Le Pen. Donc est-ce que ces chiffres-là, comment vous les analysez? Est-ce que c'est pas quand même pour vous j'analyse le chiffre global qui, comme le disait M. Astruc tout à l'heure, est en hausse. Et de hausse en hausse, je pense que nous allons un jour arriver à percer en Lozère. Mais il faut rappeler le contexte lozérien
vient du passé, c'est-à-dire que dans le temps, c'est la droite classique représentée par Jacques Blanc qui était largement majoritaire, des scores jamais vus dans des élections. Ce qui se passe, c'est que le département, dans les élections précédentes, est passé largement à gauche. Quand on voit le score de Benoît Hamon en Lozère qui est de l'ordre de 5-6%, on comprend bien où est l'avenir. Et l'avenir en Lozère et chez Marine Le Pen, c'est très clair. Très bien. Donc M. Palombi, Emmanuel Macron, première fois qui se soumet à un suffrage, entrée tonitruante dans ce département avec cette deuxième place, 500 voix, un peu plus de 500 voix derrière François Fillon qui arrive en tête. Bon, on le voit, des grandes villes qui d'entrée ont basculé en faveur d'Emmanuel Macron, en particulier notre préfecture, Mende. Est-ce que vous pensez que ce score à Mende, c'est le fruit du ralliement du maire Laurent Ciot et de son prédécesseur Alain Bertrand, qui est aujourd'hui sénateur, ou est-ce qu'il faut remonter plus en amont du temps de Jean-Jacques Delmas, qui, on le sait, a toujours été un centriste, MoDem, UDF, donc un fidèle de François Bayrou. Comment vous analysez là aussi cette percée dans cette préfecture lozérienne? Écoutez, je vais vous dire, je suis bien sûr exceptionnellement content de ce résultat, mais d'abord, je me dois d'attribuer un grand satisfecit au comité que je porte, que je présente. Vous parlez de l'aide des ralliements de dernière minute, de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Eh bien, je m'en félicite. Bien évidemment, tout ce qui peut concourir à renforcer la position de mon candidat, d'Emmanuel Macron, je m'en félicite. Quelles que soient les voix, puisque Emmanuel Macron est un candidat d'ouverture, donc je remercie toute l'équipe de mon comité d'avoir travaillé autant et je suis fier du résultat. Bien sûr, nous avons depuis plusieurs mois, nous travaillons depuis plusieurs mois. Mais je pense que également, ce qui crée cette percée phénoménal, il faut ne pas avoir peur des mots, eh bien c'est le programme. Vous savez, les Français sont des gens, d'abord, ce sont des gens vaillants, ce sont des gens volontaires, ce sont des gens intelligents. Il ne faut pas croire que les Français ne comprennent pas la politique, et on en a la preuve avec la participation. Ils ont bien compris qu'on était à un grand moment de notre existence pour le pays. Et quand un candidat comme Emmanuel Macron, que je représente, parle aux agriculteurs avec des aides, quand on peut constater quand même que la PAC apporte 1 000 € à l'hectare à des agriculteurs, vous pensez bien que s'il y a des candidats, s'il y a des opposants politiques par rapport à notre parti politique citoyen, mouvement politique citoyen, eh bien les paysans ne sont quand même pas ennemis de leurs intérêts. Alors se replier sur nous, fermer les frontières, rejeter l'Europe, qui représente quand même une force pour la France, qui fait partie de l'Europe, qui est un des grands pays, 5e puissance mondiale, un grand pays qui doit exister en Europe, et qui existe en Europe, qui pèse en Europe, et qui, comme le souhaite Emmanuel Macron, parlons encore une fois des agriculteurs, eh bien Emmanuel Macron a l'intention de rectifier certaines règles européennes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Europe que nous sommes les godiots de l'Europe. Et quand on dit que Emmanuel Macron sera le petit garçon de Madame Merkel, pas du tout. Au contraire, et je peux vous dire que pour bien connaître l'Allemagne, j'ai été employé d'une société allemande pendant 40 ans, on apprécie déjà beaucoup Emmanuel Macron outre-Rhin. Ça, nous le savons, monsieur Palombi. Je voudrais simplement vous rappeler que par rapport à la prime donnée aux agriculteurs, nous sommes déficitaires par rapport à l'Europe de la bagatelle de 9 milliards. Il revient sur le retour de l'argent que nous investissons à l'Union européenne. Il revient seulement 8 milliards pour nos agriculteurs. Et nous pensons que récupérant ce
budget, on pourrait leur donner davantage. Vous comprenez bien ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que d'un côté on est déficitaire sur l'Europe et de l'autre nos agriculteurs souffrent à l'heure actuelle. Il y a autre chose aussi, si vous voulez que nous parlions de l'agriculture, c'est que nos agriculteurs sont soumis à une concurrence déloyale, même y compris de pays européens, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, aux mêmes conditions de production que les nôtres, et donc tout ça est à arranger. Alors il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, Monsieur Palombi, vous qui représentez Emmanuel Macron, c'est que Marine Le Pen a l'intention de renégocier les traités européens. Seulement, si vous arrivez lors d'une négociation avec les mains vides, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, qui ne propose pas un référendum et une sortie de l'Europe, comment voulez-vous négocier avec Madame Merkel? Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va rire de votre candidat. Voilà ce qui va se passer. Alors que si Marine arrive avec une proposition de sortie de l'euro, il est bien évident qu'elle sera écoutée non seulement par Madame Merkel, mais aussi par la totalité des participants à l'Union européenne. Ce que nous voulons en fait, c'est une profonde réforme de l'Europe. Mais à l'inverse d'Emmanuel Macron, qui n'a pas la possibilité de négocier puisqu'il est inféodé en totalité à l'Europe, Marine Le Pen arrivera avec des billes pour négocier. Patrick. Alors c'est bien, monsieur, vous êtes entré dans le vif du sujet, puisqu'on allait commencer par aborder les grands thèmes que nous avons définis entre nous, et donc il y avait bien évidemment ce premier sujet sur l'Europe et l'euro, bien sûr, deux sujets qui vont ensemble. Donc j'ai une question à monsieur Pardigon par rapport à ça. Donc Marine Le Pen fait le retour au franc, elle ne le cache pas, elle le répète à longueur un franc égale un euro. Voilà, à longueur d'interview. Donc vous avez déjà compris où je veux en venir, et donc dans l'esprit des Français, en particulier des retraités, il y a cette peur, il faut le dire comme ça, que justement que leur retraite, leur pouvoir d'achat va considérablement diminuer si on dévalue le franc par rapport à l'euro, et donc ça a cristallisé cette campagne, et donc certains analystes disent que c'est ce point-là qui a fait perdre pas mal de pourcents, pas mal de voix, justement parmi l'électorat retraité. Je voulais dire aux retraités qui nous regardent et qui nous écoutent qu'ils n'auront absolument rien à craindre là-dessus. La preuve la plus formelle, c'est que l'euro a été dévalué de façon très conséquente ces derniers temps, et leur épargne n'a pas bougé. Donc il n'y a rien à craindre. Par contre, je voudrais leur signaler une chose très importante pour eux. Souvent, les retraités sont titulaires de portefeuilles ou d'assurance vie, et je leur signale que depuis 2 ou 3 mois, les soutiens d'Emmanuel Macron ont décidé que ce sont les banques qui se serviraient directement sur l'épargne. Ça, c'est dangereux pour les épargnants et pour les retraités qui ont toute une vie accumulé un peu d'argent pour pouvoir avoir une retraite confortable. Il faut qu'ils sachent que par le passé, l'État soutenait les banques. À l'heure actuelle, c'est eux qui, par leurs deniers et leurs économies, vont soutenir les banques. Alors, vous voyez, les retraités n'ont absolument rien à craindre avec Marine Le Pen. Francis Palombi, est-ce que vraiment les retraités vont perdre du pouvoir d'achat si on sort de l'euro et qu'on revient au franc? Emmanuel Macron le dit un peu quand même. Emmanuel Macron l'évoque, nous sommes sur ce plan-là diamétralement opposés. Il n'est pas question de sortir de l'Europe, il faut être encore plus fort au sein de l'Europe pour que, avec les autres pays européens, nous puissions faire évoluer l'Europe. D'abord, pour ce qui est des retraités, puisque M. Pardigon, vous avez évoqué les retraités, bien évidemment, Emmanuel Macron va quand même s'occuper beaucoup du retour vers l'Europe, mais une Europe qu'il va faire se développer avec les autres pays, mais il va quand même commencer par la France. Alors, que ce soit les agriculteurs, 5 milliards affectés aux agriculteurs pour la transition agricole, ce ne sont pas que des mots. Emmanuel Macron, son programme est clair, net et précis, vous le savez, vous le découvrez et vous l'avez analysé depuis plusieurs semaines. Toutes les dépenses sont contre-équilibrées. Au bout du premier quinquennat de Emmanuel Macron, eh bien,
ce sera un point zéro par rapport au déficit, par rapport aux dépenses du pays. Emmanuel Macron contrebalance tout ce qu'il dépense par des mesures que nous avons déjà évoquées, que nous évoquerons certainement à l'occasion de ce débat. Vous pouvez le constater, c'est un économiste. Et un économiste, ça sait compter, un économiste, ça sait parler d'économie. Et de ce côté-là, les retraités seront revalorisés. Un 13e mois ressortira en faveur des salariés au SMIC, c'est quand même important par des baisses de charges, côté salarié, côté entreprise. Donc Emmanuel Macron va d'abord particulièrement traiter, remettre les équilibres en bonne marche et redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Je me permets d'intervenir pour répondre à ce que vient de dire M. Palombi. Il est évident que Emmanuel Macron est un économiste. Moi, j'appellerais ça plutôt un bradeur des fleurons de la France. Je vous signale qu'Emmanuel Macron a vendu les barrages hydroélectriques. Cela fera très plaisir à nos amis, les agents EDF. Il a vendu Alstom, il a vendu Technip, il a vendu les aéroports. Évidemment que ça dégage sur le moment des finances, mais dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? On sera complètement dépouillé sur notre patrimoine, tout va être bradé, tout va être vendu pour dégager des budgets. Et M. Palombi, il faut être sérieux. C'est de l'intox, là. Il faut être sérieux. Non, 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 monsieur. Là, vous n'êtes pas sérieux. Regardez, dans votre analyse. Regardez, j'ai ici un document qui parle du scandale des ventes des barrages hydroélectriques. J'en ai autant pour Alstom, j'en ai autant pour Technip. Que ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas compliqué du tout. Il y a des équilibres à préserver. C'est pas compliqué du tout. Il y a des négociations. Les barrages hydroélectriques avaient été payés par nous sur nos consommations électriques. Ils étaient parfaitement rentables, écologiques qui plus est, et ils ont été vendus. Alors, monsieur, je vais faire une parenthèse tout de suite pour ne pas oublier de la faire dans le cadre de ce débat. Aujourd'hui, à Amiens, Emmanuel Macron est en train de discuter avec les syndicats pour le gros problème du groupe qui a des difficultés actuellement. À la suite de cette discussion avec les forces syndicales, il va se rendre bien sûr auprès des salariés de cette usine pendant que... C'est Whirlpool. Et pendant que Madame Le Pen fait du grand tapage dans la rue, active le flonflon dans les rues, sur un sujet aussi sérieux, monsieur, je me permets de terminer mon propos. Sur un sujet aussi sérieux, il faut un traitement sérieux. Et Emmanuel Macron, c'est un homme de dialogue, vous le constaterez tout au long de son quinquennat. C'est un homme qui va traiter le problème de la répartition des retraites, mais par la négociation, parce que, je donne un exemple, au moment de la loi El Khomri, il n'a pas pu, c'est pas lui qui a mené le débat, c'est Emmanuel Valls, le Premier ministre. Si ça avait été Emmanuel Macron avec sa ministre, ça ne se serait pas passé comme ça se passe. Donc Emmanuel Macron, d'abord, est très favorable à la parole des syndicats, mais il est aussi très favorable à la parole des entreprises au sein de leur entreprise. Encore deux petits mots, si vous le permettez, parce que vous avez dit une contre-vérité. Aujourd'hui même, Marine Le Pen était avec les syndicats de Whirlpool, alors que votre candidat est resté dans sa voiture de peur d'être houspillé par les syndicats. On ne va pas épiloguer, on va pas prendre tout le programme. On reprend le cours de ce débat avec Michel. Oui, et nous passons à présent au deuxième thème, la sécurité, avec vous Michel. Monsieur Pardigon, votre candidate Marine Le Pen a évoqué dernièrement le fait que si elle avait été donc présidente au moment des attentats, ceci n'aurait pas eu lieu. Elle parlait même de Mohamed Merah, que si elle avait été là, ça ne serait pas arrivé. Est-ce que vous pensez que ça tient plus de l'incantation que d'une réalité Pas du tout, c'est une réalité. Vous savez que Marine Le Pen est pour le renvoi chez eux de tous les fichiers S, étrangers bien entendu, quant aux fichiers S français, elle est pour les mettre en prison. Il est évident que tous les attentats qui ont eu lieu récemment ont été commis par des multirécidivistes, des gens très connus de la police, et d'ailleurs, vous le constatez
constaté aujourd'hui même, la police est en train de manifester avec malheureusement ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'assassinat d'un policier. Et il est certain que si Marine Le Pen avait été au pouvoir, on ne dit pas qu'il n'y a plus de possibilité d'attentat parce que ça, ce serait un mensonge. On n'est pas à l'abri d'un cas exceptionnel, mais Marine Le Pen aurait évité pas mal d'attentats. En plus, Marine Le Pen est favorable à une restructuration des services de renseignement qui, à l'heure actuelle, sont complètement défaillants. L'immigration est source d'insécurité selon Marine Le Pen. L'immigration est bien entendu une source de terrorisme parce que on n'enlèvera pas de l'idée des gens que dans les milliers d'immigrés, Daesh n'a pas envoyé des infiltrés. Ça semble évident et d'ailleurs ça a été prouvé. Monsieur Palombi, toujours sur le thème de la sécurité, quelle est la position de votre candidat? Certains observateurs lui trouvent un petit peu de retenue par rapport à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelques chiffres? Alors, la retenue, c'est plus exactement une vision sociétale, une vision humaine, humanitaire, qui demeure. Parce que quand on écoute les propos de Marine Le Pen sur l'immigration, il y a bien évidemment de l'intox. Moi, je vais donner quelques chiffres très simples. L'immigration, il y a en moyenne en France 240 000 entrées. Le Front National va vous donner que ce chiffre, bien évidemment. Mais il faut savoir qu'il y a les sorties, 175 000, et que le solde, finalement, c'est 69 000 qui restent sur le pays. Et dans ces 69 000, bien évidemment, il y a des étrangers qui font des études, il y a toute une série de dispositions. Alors, je voudrais quand même dire également que l'immigration représente 0,05% de la population française et que seulement 49% des émigrés, des étrangers, viennent du Moyen-Orient. Donc, vous voyez, le droit d'asile, par exemple, eh bien, 69 000 demandes, 25 000 accordées. Donc, la politique jusqu'à présent, c'était quand même pas tout et n'importe quoi, mais bien évidemment, le candidat Emmanuel Macron est un véritable patriote, c'est un homme qui aime son pays, et il veut préserver, il veut éviter, bien sûr, que les Français soient dans l'insécurité. Les services secrets, la diplomatie, parce que l'immigration, le terrorisme, on fait un peu un amalgame et on fait du populisme facilement sur ces questions. Mais il faut revenir à des fondamentaux. Donc, les politiques, la politique étrangère, la politique de l'immigration et la politique envers le terrorisme passent également par des solutions diplomatiques. On ne doit pas faire va-t-en-guerre tout seul la France, ça se traite au niveau de l'Europe, ça se traite au niveau de l'ONU. Donc quand on a l'impression que Emmanuel Macron est un peu plus tendre sur ces questions, bien évidemment, Emmanuel Macron a prévu quand même 10 000 policiers en plus. Emmanuel Macron va renforcer les services secrets qui certainement ont été, comme l'a dit M. Pardigon, peut-être défaillants à certains moments, Mera et autres problèmes qui se sont posés. Voilà. Alors, c'est un enjeu très pris au sérieux par le candidat Macron, futur président, et vous en jugerez. Ce ne sera pas une politique laxiste, ce ne sera pas une politique, mais par contre, la laïcité, la vraie, sera préservée. C'est vrai. Et ça, c'est important. Nous sommes quand même un beau pays, nous sommes un pays des droits de l'homme, et nous devons rester, malgré un traitement de la politique de la sécurité fort, eh bien, nous devons rester aussi dans l'humanisme. Est-ce que vous pensez, Monsieur Palombi, que c'est en Algérie, pour dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité là-bas, que Emmanuel Macron va arriver à subjuguer le terrorisme? Moi, je ne pense pas. Mais Emmanuel Macron, monsieur, sur ce plan, on a monté en épingle ses propos. Il faudrait les remettre dans son contexte. Je pense que c'est des propos qu'il a tenus. Il s'est passé des choses.
fait fait une très certaine plaisir époque. à nos amis Harki et Pieds Noirs. Oui, Oui, ils sont mais il s'en enchantés est de expliqué, Oui, il s'en est bien sûr. expliqué largement On tantôt. peut Et vous toujours savez, parler, et vous savez, je vais vous parler citer. comme ça en Algérie et parler différemment en France. Je vais vous citer une chose qui est importante, et Emmanuel Macron l'atteste dans ses phrases, dans sa politique, dans son programme. Vous savez ce que disait Romain Gary, et nous sommes, nous, En Marche et derrière Emmanuel Macron, de véritables patriotes. Romain Gary disait, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Puisque vous Alors citez cette phrase, elle est très importante dans le contexte actuel. Puisque vous citez Voilà. des grands hommes, je vais vous citer à l'occasion, monsieur. Qui disait on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Or, Emmanuel Macron est bien un de ceux qui a créé les problèmes en France, et moi je ne suis absolument pas persuadé que ce monsieur résoudra quelques problèmes. Écoutez, que ce soit. il a créé les problèmes, mais son score aux élections présidentielles premier tour, Merci de le reconnaître. Voilà, il a quand même remporté le premier tour des élections. Attendez le second. De quelques points. En Lozère, il est à 1,2 à 500 000 voix. Donc ça prouve bien quand même qu'il a été bien compris par les Français. 000 habitants. 500 voix. 500 voix. Pardonnez-moi, monsieur. Oui. Pardonnez-moi, j'ai fourché un instant. Je vous présente. Monsieur Palombi, une autre question concernant la politique internationale. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de la diplomatie pour régler des problèmes éventuellement de terrorisme, de sécurité intérieure. Est-ce que si votre candidat est élu à la présidence, il sera moins interventionniste que son prédécesseur? Je n'ai pas dit cela, monsieur. Je vous le précise. Il interviendra, mais dans un contexte rassemblé, au sein de l'Europe, au sein de l'ONU. Bien évidemment que en jouant cavalier seul ou en fermant les frontières, on ne résout pas les problèmes. Emmanuel Macron est un philosophe doublé d'un économiste. Et il est bien évident que la diplomatie sera son fort. Vous avez constaté qu'un certain ex-ministre de Jacques Chirac s'est rangé à ses côtés, et je crois que M. de Villepin a en son temps eu des réactions qui ont été justes. Il a porté haut et fort les propos de la France au Congrès, et je pense que si M. de Villepin prête une certaine attention au candidat Emmanuel Macron, ce n'est pas pour rien. Vous l'imaginez ministre au Quai d'Orsay, par exemple? Ah, là, écoutez, monsieur, je connais bien Emmanuel, je suis proche de lui, c'est vrai. Sur des questions plus intérieures, je n'en suis pas quand même encore au stade d'évoquer avec lui la composition du futur gouvernement. On passe au troisième sujet qui est assez large, puisqu'on va parler de protection sociale du chômage notamment. Monsieur Pardigon, le chômage, le programme des deux candidats est totalement différent pour s'attaquer à ce chômage. Ouais, pour s'attaquer au chômage, il faut d'abord retrouver nos frontières et surtout notre capacité à intervenir directement sans les technocrates bruxellois. Nous voulons également le patriotisme économique, et nous voulons surtout que nos entreprises soient dans une concurrence égale par rapport aux autres entreprises. Donc en termes clairs, ça veut dire que nous voulons un contrôle aux frontières des produits qui entrent et qui sortent. Et également, c'est valable pour l'immigration. Nous voulons contrôler qui entre et qui sort dans notre pays. Je vous ai dit tout à l'heure que certains djihadistes s'étaient infiltrés lors de venues de milliers d'immigrés dans notre pays. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le patriotisme économique? Ça veut dire d'abord que toutes les entreprises françaises auront obligation, pour avoir accès au marché public, d'être favorisées par les marchés publics. C'est la première des choses, et déjà, ça créera des emplois. Le fait de ne plus, par exemple, brader nos entreprises à l'étranger, ça augmentera également le nombre de personnel employé. Le patriotisme économique, c'est quelque chose d'essentiel dans les années à venir, parce que ça nous permettra de résorber le chômage. Nous avons aussi, par rapport aux PME et aux commerçants et artisans, décidé, Marine Le Pen a décidé qu'un
quand je dis nous, c'est elle, de supprimer le RSI, qui est un véritable boulet aux entreprises. N'importe quel chef d'entreprise ou commerçant ou artisan vous le dira. Toutes ces mesures, plus une revalorisation du pouvoir d'achat qui entraînera une dynamique économique, fait que nous allons résorber le chômage. Monsieur Palombi, Monsieur Macron veut aussi supprimer le RSI. Oui, voilà. Alors, j'allais vous dire, vous êtes à... Oui, il y a au moins ce point commun. Voilà, vous avez repris à votre actif des mesures que nous avons impulsées. C'est édité depuis 1 an et demi. Oui, oui, mais c'est également dans le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron, il a décidé de 50 milliards d'investissements pour notre pays, 10 milliards pour le territoire, avec toutes les déclinaisons que vous connaissez, dont on a déjà parlé. Donc je suis très confiant. Le contrôle du chômage, une réglementation du chômage nouvelle. Donc je pense pouvoir dire que sur ce plan-là, Emmanuel Macron a pris pas mal d'avance. Alors, si vous voulez que nous parlions budget, au lieu de 50 milliards, nous en avons 90. La seule différence avec vous, c'est que nous préconisons près de 80 milliards d'économies, ce qui fait que nous aurons un différentiel de 10 milliards. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous allez trouver 50 milliards dans le contexte actuel, à moins d'aggraver la dette, comme vous l'avez toujours fait, et également de baisser les prestations sociales, parce qu'il faut bien faire des économies, de baisser les salaires en mettant par la directive des travailleurs détachés. Vous voyez qu'il y a quand même une très forte opposition entre votre candidat et la mienne. C'est que Marine Le Pen est la présidente du peuple. Et pour le prouver d'ailleurs, elle vient de démissionner de ses fonctions de présidente du Front National de façon à représenter l'ensemble des Français. Vous voyez, il y a finalement, c'est quelqu'un qui a du cœur, je parle de Marine Le Pen, et qui se retrouve assis dans une chaise face à son banquier, en train de lui demander un prêt. Je crois que votre candidat ne répond absolument pas aux critères que demande le peuple actuellement. Marine est la fille du peuple, et elle veut être présidente pour le peuple. Alors Jean-François Pardigon, les Français sont très attachés à leur protection sociale, en particulier cette assurance maladie, oui, que tous les pays quasiment nous envient, mais il n'y a pas que ça, il y a l'aide au logement, la politique familiale, etc. On l'a vu, hein, dès que François Fillon a commencé à parler de toucher aux médicaments, de dérembourser, là aussi il y a une vague de fonds contre lui. Alors on ne va pas dire que c'est celle-là qu'il a emporté, mais il a quand même certainement contribué, il a été obligé de revenir en arrière. Donc qu'est-ce que propose Marine Le Pen par rapport à ça? Est-ce qu'on touche quelque chose, un peu, beaucoup? Est-ce qu'on fait le statu quo, où on en est par rapport à toute cette protection sociale? Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le programme de François Fillon, qui est un grand ami des assureurs, il est prévu, et d'ailleurs les gens ne le savent pas, mais depuis 1993, il y a une loi européenne qui stipule qu'il ne doit plus y avoir de situation de monopole dans notre pays. Monopole, ça implique l'assurance et la retraite. Or, qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? C'est une assurance maladie. Alors ça veut dire une chose, c'est que petit à petit, que ce soit M. Macron, que ce soit M. Fillon, ils ont pour but de passer la sécurité sociale à des mutuelles, et on voit que le glissement se fait petit à petit, parce que bien sûr on ne peut pas supprimer, eux ne peuvent pas supprimer la sécurité sociale d'un coup, mais ils vont glisser les mutuelles vers la sécurité sociale. Le problème, c'est que on sera dans le même régime qu'aux États-Unis, c'est-à-dire celui qui n'aura pas les moyens de se soigner, eh ben, il se débrouillera. La retraite à 60 ans pour le Front National. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est un des sujets bien connus. Monsieur Palombi, toujours sur le domaine de la santé. Oui, sur le domaine de la santé, je pense que vous n'avez pas omis de constater les mesures de protection sociale, mais qui s'appliqueront et qui s'amélioreront pour les salariés,
pour les bas salaires, pour les retraités, mais également quelque chose de très important. Il faut une forme de justice et d'égalité vis-à-vis de l'impôt, vis-à-vis de la couverture et de la protection sociale. Eh bien, Emmanuel Macron va revoir sur le fond l'organisation de la fiscalité, il va revoir sur le fond la façon de répartir l'impôt, et également, vous l'avez constaté, au niveau des remboursements sur les lunettes, du remboursement sur les dents, du remboursement sur l'auditif, Emmanuel Macron, à partir de négociations et d'une forme de concurrence qui va s'établir entre les mutuelles, ça ne veut pas dire mettre tout aux mains des mutuelles, surtout pas, eh bien, la protection sociale des Français, quel qu'il soit, sera préservé avec Emmanuel Macron, avec bien sûr une fiscalité allégée, notamment pour ceux qui ont des petites retraites, pour ceux qui sont au SMIC, la suppression de la taxe d'habitation, ce n'est pas une piètre mesure, c'est une mesure juste, et la contrepartie, bien évidemment, eh bien, la CSG sera impactée au niveau d'une certaine forme de fiscalité. Ce qui va faire plaisir aux retraités, oui. Oui, ça va faire plaisir aux retraités parce que ça leur donnera en finalité du pouvoir d'achat. Ah bon? Alors l'allocation au chômage ne pèsera plus sur les salaires et sur les charges des entreprises. Et le CICE sera remplacé par un abaissement de la fiscalité pour les entreprises généralisées de la plus petite, sans salariés, à des plus importantes ou moyennes. Donc je pense que sur le plan de la fiscalité et de redonner du pouvoir d'achat, notamment un 13e mois pour ceux qui gagnent le SMIC, ce n'est pas rien. Et ça contribue. Nous voulons le passer à 1 500 € le SMIC. Hein. Mais nous voulons nous le passons à 1 800 €. Alors on va à 2000. Avec la réduction des prélèvements sociaux. On va passer au service public. Un mot sur... Je voudrais encore dire une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à la sécurité sociale. Nous sommes pour la création d'un 5e risque, c'est-à-dire le risque dépendance. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les personnes âgées, ne sont pratiquement pas prises en charge quand elles décident de rester à leur domicile, et nous sommes pour la création de ce 5e risque. Voilà ce que je voulais rajouter. Monsieur Bardigon, donc toujours en ce qui concerne l'économie, le RSA, les aides sociales, comment ça va se passer sous Madame Le Pen? Est-ce qu'ils seront supprimés? Est-ce que le RSA sera accordé qu'aux personnes, qu'aux Français de nationalité? Oui, ça c'est une évidence. Nous sommes, vous le savez, pour la suppression de l'AME, mais en compensation, nous sommes pour une augmentation de 200 € par mois, ce qui représente annuellement une somme de 2 400 € sur les adultes handicapés, ce qu'on appelle couramment les AH. En fait, dans la politique de Marine Le Pen, l'intérêt national ou l'intérêt du pays passe d'abord en priorité pour les gens qui habitent le pays, pour les Français en termes clairs, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leurs origines, hein, que ce soit bien clair. Alors quelqu'un qui vient en France, un immigré, il peut prétendre aux aides sociales? Ah, pas du tout, non. Non. C'est bien ce que nous disons. Par la suppression de l'AME, l'AME est une pompe aspirante à l'immigration. Vous comprenez bien qu'il y a des pays, est-ce que vous savez qu'à Madagascar, le salaire mensuel est de 30 €. Quand vous dites à un Malgache qu'il n'a qu'à se débrouiller pour payer le billet d'avion, venir en France, qui va être soigné, parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien, vous comprenez bien que l'AME est une pompe aspirante. Et on plaint ces pauvres gens. C'est pas que au Front National, on n'est pas de cœur. Bien entendu qu'on est de tout cœur avec eux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez accueillir la misère du monde entier avec notre petite sécurité sociale? Ce qui se passe, c'est que quand on accueille des gens du monde entier et qu'on les soigne, eh bien, ça se fait au détriment du remboursement. C'est les lunettes, c'est les dents. D'ailleurs, l'ancien président se moquait même des gens qui n'avaient pas de dents
ou qui n'avaient pas la possibilité, oui, descendants, comme vous dites, je n'osais pas le dire parce que c'est tellement péjoratif vis-à-vis de certaines personnes que ça risque de les blesser. Mais voilà ce que préconise Marine Le Pen. Si vous voulez, ça n'empêche pas, après, d'essayer d'aider les pays qui sont dans le besoin en formant, par exemple, des médecins chez nous, mais à une condition, c'est qu'on les renvoie chez eux une fois leurs études terminées, de façon à ce qu'ils interviennent directement dans leur pays. C'est un peu le but de ce que nous voulons faire. Et je vous rappelle, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que le déficit d'immigration serait pour nous de 10 000 seulement, hein, alors que je crois que M. Macron en veut, je ne sais plus combien, 70 000, ou, enfin bref, bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être une dernière question d'économie à Francis Palombi. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron se dit patriote. Le Front National parle de patriotisme économique, mais là, dès qu'on parle de patriotisme économique, Emmanuel Macron, lui, ne veut pas entendre parler de cette formulation. Mais est-ce que Emmanuel Macron se met parfois à la place de ces ouvriers dans ces usines françaises, en particulier du nord de la France, de l'est de la France, où on leur dit vous mettez la clé sous la porte parce que nous allons produire la même chose que chez vous, mais en Pologne, avec des salariés bien évidemment qui coûtent beaucoup moins qu'un salarié français. Donc est-ce qu'on peut se mettre à la place de ces gens qui se disent peut-être que si on avait ce patriotisme économique, ce protectionnisme, peut-être que mon emploi aurait été conservé, que mon usine continuerait à fonctionner. Bon, je caricature un peu le trait, mais c'est pour bien comprendre, c'est une question, il faut parfois essayer de se mettre à la place des gens qui vivent ces situations-là, et donc ça existe, on dit parfois 200, 300, 400 employés, demain c'est fini, parce que en Pologne, on va faire aussi bien que vous, et pour moins cher. Alors, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va répondre à ces gens-là? Alors Emmanuel Macron, à l'inverse de Marine Le Pen, va répondre Europe. Moi-même, monsieur, laissez-moi continuer. Non, c'est très important, mais c'est très important. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, et Emmanuel Macron s'attachera au sein de l'Europe à revoir très concrètement le problème des travailleurs détachés. Parce qu'en gros, c'est ce que vous avez voulu évoquer. Alors, c'est pas par le protectionnisme, dans une évolution de la société qui a vu émerger la délocalisation, c'est des phénomènes qui se sont produits, la mondialisation, un certain grand économiste a dit il faudra un jour en arriver à un gouvernement mondial pour que cette régulation s'opère. Alors c'est vrai que on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, Emmanuel Macron, d'abord avec certains pays les plus importants qui constituent l'Europe, va se pencher très concrètement. Moi-même, j'ai été délégué récemment, il y a 2 mois, à une rencontre avec des députés européens, et je puis vous assurer que de ce côté-là, il va y avoir des mesures très importantes, mais elles ne se prennent pas qu'au niveau de la France, au sein de ses seules frontières. Donc, cette régulation et cette justice qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui embauchent des étrangers venant d'autres pays à des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions du pays. Alors cette normalisation, elle est d'actualité dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors là, je suis très clair, net et précis. C'était qu'un aspect de ma question. Il y a un deuxième aspect, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron peut garantir aux salariés français qui sont dans nos usines, et on leur dit, on ferme votre usine parce qu'on va en créer une autre en Pologne. C'est pas seulement le problème des travailleurs détachés, c'est le problème aussi de toutes ces entreprises, toute cette production, tout ce que nous produisions nous en France, qui maintenant est produit dans d'autres pays européens, avec des charges bien évidemment beaucoup plus inférieures. Emmanuel Macron a prévu une politique qui portera également sur la réindustrialisation. C'est prévu, monsieur, c'est prévu, mais il y a les investissements que prône Emmanuel Macron, c'est très important pour lui, mais il y a également les grands travaux dont nous avait parlé l'actuel président de la République au début de son quinquennat, les grands travaux européens qui auraient permis des échanges interpays
la mayonnaise n'a pas pris. Je ne pense pas que sous l'égide de cette gouvernance actuelle qui se termine bientôt, nous ayons été très productifs et très dynamiques au niveau de l'Europe, mais c'est pas du tout, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit il y a quelques minutes, Emmanuel Macron n'était pas en concordance forcément, totalement, avec la politique qui a été menée. C'est pour cette raison que courageusement, parce que Emmanuel Macron est un politique particulièrement courageux, il va s'attaquer aux vrais problèmes, parce que quand un politique, à l'heure d'aujourd'hui, a le courage de vous dire le régime des retraites, on va le revoir, on va le mettre à plat et on va le repenser, peut-être pas sur l'année, hein, ça se fera sur les années qui vont suivre. Ça, je crois qu'on peut lui reconnaître au moins une chose, droit devant, loyalement, droit dans les yeux, pour avancer et pour changer la société. Réponse de Monsieur Palombi, vous êtes le digne représentant d'Emmanuel Macron. Vous venez de parler 3 minutes. Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. Moi, je vais vous donner une réponse claire quant au problème de Whirlpool. Nous avons une solution qui est toute simple. C'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis avec General Motors et Ford. Quand Whirlpool reviendra vendre dans notre pays, nous le taxerons. Et ça le dissuadera de partir, comme ça a dissuadé Ford et General Motors de partir des États-Unis. Voilà, il n'y a pas besoin de grands discours, parce que les grands discours, ça n'a jamais fait des décisions réelles et concrètes. Alors, autre thème qui réunit... Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, avec Emmanuel Macron, vous arrivez sans billes, vous ne pouvez pas négocier quoi que ce soit à l'Europe. Il faut les menacer d'une sortie de l'Europe. À partir de là, vous arrivez avec un moyen de pression sur ces gens de façon à négocier à la hausse, pas à la baisse. Si vous arrivez sans rien devant les commissaires européens, ils vont vous rire au nez et vous renvoyer dans votre cher pays, ce qu'ils feront avec Emmanuel Macron. La directive Voltaire sur il faut parler français sur tous les chantiers. Ça semble logique. Comment voulez-vous avoir une coordination sur un chantier? Ça marche Moi, jusqu'à présent. J'ai été chef de chantier dans ma jeunesse. Comment voulez-vous donner des ordres à quelqu'un qui ne parle pas français? Eh bien, écoutez, là, alors je réponds tout de suite. Oui, avec Belkacem, vous voulez apprendre l'arabe? Je ne parle pas de Belkacem, c'est le gouvernement actuel. Je parle du gouvernement futur que va constituer dans quelques semaines Emmanuel Macron. Cette mesure, nous n'y sommes pas favorables au niveau d'Emmanuel Macron, je vous le dis, parce que ça va encore créer des freins à l'embauche, ça va encore créer des entraves, et ce que nous voulons, c'est aller de l'avant, investir, donner du travail, et non pas mettre des entraves. Oui. Et donc vous voulez, lorsque vous recruterez un chef de chantier, vous voulez qu'il soit bilingue, trilingue, ou qu'il parle toutes les langues du monde entier, quoi. Vous allez avoir du mal à en trouver. Mais pas du tout, justement. Nous ne voulons pas compliquer. Et cette mesure européenne complique les choses. On passe à un autre thème, les services publics, Michel. Oui, monsieur Palombi, comment fait-on pour faire tourner un pays qui est en pleine croissance démographique comme la France actuellement, en supprimant 120 000 emplois de fonctionnaires? On va commencer par la réponse de M. Pardigon, qui a du retard sur les fonctionnaires et la suppression des fonctionnaires. Alors j'ai cru comprendre que le candidat Emmanuel Macron avait l'intention de supprimer la bagatelle de 120 000 fonctionnaires. Pour eux, c'est rien, c'est un trait de plume, on signe un papier, c'est fini. Je suis d'accord avec vous sur le chiffre de 500 000 avec M. Fillon, mais si vous voulez, tout à l'heure, nous reparlerons et de Fillon et de Mélenchon, parce que j'en ai fermement l'intention, c'est pour nous quelque chose d'important. Alors, ce que je voulais dire, c'est que 120 000 fonctionnaires, c'est une désertification de la ville de Mende. J'ai constaté que Mende avait voté, qui est une ville essentiellement peuplée de fonctionnaires, avait voté pour Macron. Est-ce que ça veut dire
dire que les fonctionnaires mandois ne se plaisent pas en Lozère, ou est-ce que ça veut dire qu'ils sont inconscients du risque qu'ils courent en votant Macron? Moi, je pense que ils n'ont pas été suffisamment informés de ce que veut faire Macron par rapport à leur profession. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les fonctionnaires ont des salaires bloqués depuis X années et que Marine Le Pen a décidé de leur augmenter le salaire, pour simplifier. Hein. Voilà. Voilà la réponse de M. Pardigon. J'ai une réponse. Vous avez une réponse aussi, M. Palombi, peut-être pas très longue parce que vous êtes un petit peu avancé. J'ai une réponse qui est très concrète. Elle s'appuie également, comme vous l'avez fait, sur quelques chiffres. D'abord, pour les collectivités locales territoriales, parce qu'il faut quand même penser à notre Lozère, à nos départements, 75 000 suppressions d'emplois. Bon, on s'est attaché à parler de ce chiffre, mais ça se décompose d'abord sur le traitement des déchets, sur les achats, sur la rationalisation des emplois, et en finalité, pour en terminer, eh bien, ça fera 0,5 employés supprimés sur les 5 ans. Alors, vous voyez, c'est une rationalisation. Des investissements à hauteur de 10 milliards seront affectés au territoire. C'est pour cette raison que les fonctionnaires n'ont pas bondi à Mende et en Lozère, parce que tout cela est très rationalisé. Alors, en parlant des fonctionnaires, ici dans notre département rural, il y a un secteur qui bien sûr pèse énormément, c'est celui de l'enseignement. Hein. Nos professeurs, alors aussi bien sûr nos lycées, nos collèges, mais surtout nos écoles et nos petites écoles. Et les hommes politiques ici dans ce département, on en entend plusieurs qui disent que c'est la fin des écoles à classe unique à terme dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y aura plus dans nos petits villages Cévenol ou sur l'Aubrac ces fameuses écoles à classe unique qui ont tout leur charme, hein. C'est un avis personnel, c'est le mien. Donc Jean-François Pardigon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder ces écoles à classe unique, ou est-ce que vous êtes pour ces regroupements qui vont certainement se multiplier dans les années à venir? Et qui coûteront de plus en plus cher parce qu'il faudra transporter les élèves d'un endroit à l'autre. Non, nous sommes pour le maintien de ces petites structures, comme nous sommes pour le maintien de médecins dans les zones comme les nôtres, qui sont de véritables déserts médicaux. Vous savez que nous sommes pour le maintien de la fonction publique et que nous défendons de façon très très ferme les administrations et donc les fonctionnaires. Alors par contre, nous avons une modification à apporter dans le millefeuille administratif. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a 5 ou 6 strates. Vous avez la mairie, vous avez la communauté de communes, vous avez les super communes, le département, la région. Voilà. Nous sommes pour la suppression de ces millefeuilles. Nous voulons une mairie, un département et l'État. C'est à l'État d'intervenir au niveau des routes. Avouez que nous sommes dans des pays de neige. Quand vous voyez passer sur la nationale des camions énormes avec je sais pas comment on appelle ça, des travées devant pour pousser la neige et qui ne passent même pas dans le village, ce qui oblige le village à s'équiper lui-même, on croit rêver alors qu'il y a 1 kilomètre à faire pour déneiger le village. Ce sont des strates administratives, mais qui également deviennent des strates fiscales, c'est-à-dire qu'on ponctionne de plus en plus. Alors il est bien évident que là-dessus, nous n'avons pas l'intention de supprimer du personnel, mais de le rattacher aux structures dont nous avons parlé tout à l'heure. Avouez qu'un département gère des collèges, la région gère des lycées. Quand on a la compétence pour gérer un collège, on peut gérer un lycée quand même, c'est pas quelque chose d'impossible. Et monsieur le ministre Bellé a parlé de ces fameux contrats de ruralité. On vient de les signer, nous, ici, en Lozère. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne mesure? Vous voulez parler de la disparition des ZRR qu'a signé monsieur Bellé? Ah, parce que c'était pas ça c'était avant, mais bon, c'est vrai que ça fait partie aussi de ces mesures. Oui. Moi, je peux vous en parler des ZRR, hein, parce que Macron les rétablira. Je le tiens de lui, il y a 8 jours,
à Rungis. Mais il manquerait plus que ça, que M. Macron, en pleine période électorale, soutenir la ruralité, il établira les ZRR. Mais moi, je vais aller plus loin, c'est que nous sommes favorables, avec Marine Le Pen, à élargir la défiscalisation de territoires défavorisés comme la Lozère. Vous me connaissez depuis longtemps, et vous savez que je préconise la création d'une zone franche rurale en Lozère. C'est une proposition qui a un jour retenu l'attention du député actuel, Pierre Morel à l'huissier, qui en 2003, je crois, déjà a présenté une proposition de création de zones franches rurales en Lozère. Il y en a eu 100, je précise, de fait en France pour les quartiers défavorisés. Et donc Morel, fort des idées du Front National que j'avais lancées, a fait une proposition de loi qui, bien entendu, n'a pas abouti parce que favoriser la Lozère, vous comprenez bien que ça n'intéresse personne dans les hautes sphères, y compris dans les hautes sphères financières. Monsieur Pardigon, vous avez évoqué la suppression des communautés de communes et des régions. Que deviennent donc fiscale, voilà, oui. Que deviennent donc les fonctionnaires qui travaillent dans ces collectivités? Tout à l'heure. Est-ce qu'ils seront donc amenés à travailler pour les mairies, revenir sur les mairies, évident. Voilà, ou travailler pour l'État? Ces gens-là ont un statut qui les sécurise sur leur emploi, donc nous allons les redéployer dans les communes et dans les départements. Il est certain que si on supprime la strate région, par exemple, le personnel sera employé au département, réparti équitablement dans ce qu'on appelait les régions. Dans quelques instants, donc, on va arriver aux questions plus politiques. Vous vouliez répondre, Monsieur Palombi, sur l'éducation. Alors, oui. Macron, c'est 12 enfants par classe, pas plus. Oui, et Emmanuel Macron a fait un constat que nous faisons depuis de longues années. Nous ne sommes pas les meilleurs de la classe, y compris au niveau de l'Europe, par rapport au contenu de l'éducation, par rapport à la réussite des enfants à l'école. Et Emmanuel Macron, pour les petites classes, les classes primaires, veut absolument revoir le schéma d'organisation avec des classes, c'est vrai, de 12 élèves, avec l'étude, vous vous souvenez, certains ont des cheveux gris comme moi, il y aura des emplois qui seront affectés avec des stagiaires qui seront en soutien des élèves en difficulté. Il y a toute une remodulation au niveau de l'éducation, et ça c'est quand même très important de le signaler. Et quand on parle quand on avait peur qu'Emmanuel Macron ne soit pas assez proche de la ruralité, dans son livre, à la page 160, dans son livre Révolution, il cite 2 fois notre département. Monsieur Pardigon, on revient rapidement sur l'éducation. Oui, je vais aller très très vite parce que peu de temps nous est imparti. Alors, ce que nous voulons, c'est que la moitié du temps de l'enseignement soit consacré à l'enseignement du français, c'est-à-dire à l'écrit comme à l'oral, et supprimer l'enseignement des langues et des cultures d'origine. Je pense que tout le monde aura compris. Et nous voulons surtout faire des écoles, des asiles inviolables. Il est inadmissible qu'à l'heure actuelle, des groupes d'agités rentrent dans les écoles librement et fassent pratiquement ce qui leur plaît en perturbant les cours. Nous voulons rétablir également l'autorité des enseignants. Monsieur Palombi, juste pour rebondir sur l'affaire des classes à 12 élèves, ça a posé un sacré problème pour les mairies parce qu'il va falloir recréer des classes matériellement, structurellement. Est-ce que ça va pas être un poids important pour les municipalités? Non, parce qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, des emplois supplémentaires. Les enseignants qui sont en phase d'apprendre leur métier d'enseignant seront détachés. Il y aura des emplois auxiliaires qui seront mis en place. La mesure que préconise Emmanuel Macron pour d'ailleurs redorer également l'apprentissage du français, également la culture de la France, le domaine de la culture. Donc ça ne sera pas comme ça s'est passé avec Vincent Peillon, avec une mesure certes qui a eu le mérite d'être innovante, mais qui a posé, comme vous le dites, de graves problèmes aux collectivités locales. Non. Et je voulais dire également une chose importante, Emmanuel Macron veut redonner beaucoup plus de pouvoir
aux collectivités locales, voilà. Ça ne coûtera pas au territoire. Ça ne coûtera pas grand-chose. Monsieur Macron fera sûrement appel pour financer ce genre d'établissement à la Banque Rothschild. Lui, il est bien placé. Oh, c'est un vieux débat, ça, cher monsieur. On arrive aux questions plus politiques sur ce second tour. Donc, dans quelques instants, Patrick, Monsieur Pardigon, un front républicain se met en place donc contre Marine Le Pen actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est complètement faux. Regardez la position de Mélenchon. Il était pourtant bien placé pour faire partie d'un front républicain. Il n'en fait pas partie. De Mélenchon ou de ses adhérents ? De Mélenchon et de ses adhérents. Parce que ses adhérents n'ont pas la même vision, monsieur. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. On va en parler des adhérents de Mélenchon tout à l'heure. Je vous en parlerai plus longuement. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gens sont dans une indécision complète et on verra bien ce que ça va donner. Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron. Oui, alors, à ce propos, il n'y a pas que lui, il y a près de 600 socialistes qui appellent à voter. Mais Sarkozy n'est pas un socialiste. Non, mais il y a, entre autres, Sarkozy, il y a 600 socialistes qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, ce qui prouve bien que c'est la continuité de Hollande. D'ailleurs, François Hollande ne s'est pas privé de le recommander, alors qu'il est président de tous les Français à l'heure actuelle, à moins qu'il ait changé d'orientation. Donc, en fait, François Hollande a prouvé que Emmanuel Macron était la continuité et du socialisme et de François Hollande. C'est une belle nouvelle. C'est un beau soutien. C'est un beau soutien. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi, oui. Et que Marine Le Pen le ressent. Monsieur Pardigon, la Manif pour tous a annoncé donc son désir de ne pas voter pour Macron. Macron, c'est non, je crois que c'est leur slogan. Donc, est-ce que ça veut dire, justement, vous pensez que les voix vont venir vers vous, ou est-ce que les gens vont s'abstenir ? Quand il y a deux candidats et qu'on fait barrage à un, c'est pour favoriser l'autre. Donc, voilà, les choses sont claires. Parce que, évidemment, Emmanuel Macron aurait quelques problèmes à être pour la famille, mais là, on risquerait d'entrer dans son domaine privé, ce que nous faisons jamais, bien entendu. Monsieur Palombi, donc vous nous dites François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci, mais d'un autre côté, on se souvient que François Hollande a été très sévère avec Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour, donc pour soutenir, on l'a bien compris, la candidature de Benoît Hamon. Donc est-ce que si on se met à la place d'un adhérent de Jean-Luc Mélenchon, donc d'un côté il se fait tacler avant le premier tour par le président de la République, et puis après il entend le président de la République dire à tous et quasiment aux adhérents de Mélenchon de voter pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes persuadé d'un ralliement en masse de tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour ? Eh bien, écoutez, moi je vais être plus global dans ma réponse, monsieur. Ça s'applique aux adhérents du front, aux adhérents de Mélenchon. D'abord, un adhérent de parti, c'est d'abord un citoyen, c'est un Français. C'est un monsieur qui pense, qui voit midi à sa porte tous les jours, quand il se lève. Donc, le programme d'Emmanuel Macron est un programme d'ouverture, un programme légitime, complet, qui s'est fondé sur les citoyens. C'est les citoyens avec 30 000 questionnaires qui ont été remplis par des citoyens, quels qu'ils soient, pour faire ce programme. Eh bien, vous savez, vous avez déjà entendu parler du vote utile, de l'intérêt général de notre pays. C'est ce que je voudrais rappeler. Voter Emmanuel Macron, c'est voter pour la France, c'est voter pour le devenir de notre pays au sein de l'Europe, au sein du monde. Monsieur Pardigon, en 2012, donc, Jean-Marie Le Pen accédait au second tour de l'élection présidentielle. 2002. Et je me souviens, il y avait beaucoup de manifestations partout en France, même en Lozère, il y avait des mobilisations incroyables. Et là, il n'y a pas.
cette manifestation. Vous avez quand même remarqué, en fin observateur que vous êtes, Monsieur Astruc, qu'il y a eu un changement dans le ton, dans la dédiabolisation, c'est le mot qu'il faut employer. Et que notre parti est maintenant complètement dédiabolisé. À preuve, nous passions des nuits entières à recoller sur les panneaux d'affichage dans le temps, alors que maintenant, pratiquement toutes nos affiches tiennent, etc., etc. Et Marine Le Pen et son entourage, comment dire, a une politique qui est beaucoup mieux orientée que son père. Son père était un militaire, il avait fait la guerre, il avait fait, bon, ça remonte, disons que de nos jours, Marine Le Pen a un programme beaucoup plus proche du peuple, qu'elle est d'ailleurs en permanence au contact du peuple, qu'elle est elle-même maman de 3 enfants et qu'elle connaît bien les problèmes des familles, puisque elle en a une. Et ce que peut-être M. Macron ne connaît pas, parce que lorsqu'on se permet... Elle ne connaît pas l'entreprise que M. Macron connaît quand même. Hein. Elle n'a jamais travaillé dans une entreprise. Ça, c'est vous qui le dites. Par contre, M. Macron dépense, si on en croit ses déclarations de patrimoine, presque un SMIC par jour. Et quand on dépense un SMIC par jour et qu'on veut défendre les pauvres, ça fait quand même rire. On passe au-dessus de ça. Il faut être sérieux. Oui, il faut passer au-dessus, bien sûr. Il ne faut pas passer au-dessus, mais il faut aller dans l'intérêt des Français, vers l'intérêt des Français. Donc, actuellement, Marine Le Pen drague les personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, puisque on l'a vu lors du dernier débat, il y a des similitudes entre Mélenchon et elle. Un tract vient de sortir qui traite différents points communs aux deux. Oui, vous savez que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et je peux vous dire, pour y être quelques heures par jour, que beaucoup de gens de chez Mélenchon ont l'intention ou de s'abstenir ou de voter pour Marine Le Pen. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a fait un parallèle entre le programme de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen et dans la relativité des choses, nous sommes d'accord à 80%. Et à choisir entre la peste et le choléra, pour ce qui, je parle au nom des électeurs de Mélenchon, eh bien, ils préfèrent voter Marine Le Pen que Macron, qui est un banquier. Avouez que Mélenchon, communiste, communiste, demandant à voter pour un ex-banquier, ce serait presque comique. Monsieur Palombi. Oui. Alors, Monsieur Palombi, demain, dans la Lausanne Nouvelle, nous publions une carte où on voit les communes qui ont placé en tête chaque candidat et vous allez vite vous rendre compte qu'au niveau de tous ces villages de la Margeride et de l'Aubrac, alors de Margeride d'ouest en est, il y aura beaucoup de bleu clair. Alors le bleu clair, c'est François Fillon qui arrive en tête dans ces petites communes où il y a 100, 200, 300 votants. Ils ont choisi François Fillon, c'est une terre de droite, au premier tour. C'est une terre traditionnellement à droite. Comment allez-vous raccrocher cet électorat à Emmanuel Macron? Parce qu'on se dit quand même qu'il est plus proche de Marine Le Pen que de Macron. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Écoutez, on va on va continuer à travailler sur le terrain. Vous savez que lors du premier tour, nous sommes la seule organisation, le seul mouvement politique qui est allé voir avec mon équipe quasiment tous les bureaux pour prendre des nouvelles, pour se rapprocher du terrain. Donc nous allons travailler sur ces départements, sur ces zones qui sont plus particulièrement Fillon, pour expliquer justement le contenu du programme de Emmanuel Macron sur la ruralité, parce que c'est comme ça, c'est une réalité, c'est un constat. Il est devenu véritablement le candidat de la ruralité et de l'agriculture. Pourtant, qui le croyait au départ, hein, tout le monde était très détracteur. Et puis, vous remarquerez une chose, c'est que M. Pardigon a dit quelques mots sur « nous draguons cela pour avoir cela ». Écoutez, en ce qui nous concerne, la nouvelle affiche, elle dit un mot, un seul, rassembler les Français pour une bonne politique et pour le devenir de la France. Voilà, ce sera un mot pour moi important, celui de mon candidat, mais je le partage totalement, rassembler, avec un programme.
Jean-François Pardigon, après ce second tour, très vite vont arriver les législatives. Donc question toute simple, est-ce que vous serez candidat ici en Lozère pour ces législatives? Personnellement, non. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, s'il me fallait, à mon âge, quitter la Lozère et passer une semaine à Paris, je crois que je ne vivrais pas 6 mois dans un air pollué, avec des gens qui sont toujours tristes, etc. La Lozère est un pays qui vous rajeunit. Donc votre candidat, il s'appelle Emmanuel Gessner. Il s'appelle Emmanuel Gessner. Personne oui. ne le connaît en Lozère. Non, comme personne ne connaît le candidat de M. Macron. Alors on va y venir. On va y venir. Donc Emmanuel Gessner, sa candidature est entérinée, ça y est. Oui, moi j'ai reçu l'avalisation de sa candidature, c'est-à-dire qu'il est investi définitivement. Et vous pensez qu'il fera un bon score, aussi bon que le vôtre? Je pense que l'élection de Marine Le Pen à la présidence créera une dynamique et que les Français étant cohérents, ils donneront une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Michel? Monsieur Palombi, je me souviens il y a quelques mois vous avoir interviewé quand vous avez présenté votre non pas votre candidature, mais votre représentation d'Emmanuel Macron pour la Lozère. Donc je peux quand même confirmer que vous étiez un des premiers à le suivre. Est-ce que vous serez donc candidat aux législatives derrière lui? Alors, on évoque d'autres noms. On évoque beaucoup de choses. Il y a des ralliements vous pouvez nous préciser certaines qui choses se révèlent. On se dispute l'investiture Macron. Hein. Ah, je ne parlerai pas de dispute, sinon quelle cohérence de ma part. Je vous ai parlé de rassemblement. Si je vous parle de dispute, je suis plus très crédible. Oui, mais enfin, il y a du monde au portillon. Ah, mais ça, c'est la démocratie. Hein. Emmanuel Macron a dit plus de 50% de candidats citoyens. Moi, en ce qui me concerne, j'ai candidaté depuis déjà un certain temps, en dehors d'avoir été, comme vous l'avez rappelé, je vous en remercie, le premier qui a installé et qui a travaillé en marche en Lozère, et le résultat quand même s'est fait entendre. Je candidate à l'investiture, à la CNI, Commission nationale d'investiture, qui est neutre, totalement neutre, portée par un président qui s'appelle M. Delevoye. Donc j'attends officiellement le résultat des courses de cette investiture. Je pense concrètement, et je me prépare à candidater aux législatives parce que je considère que j'ai une certaine légitimité pour porter la politique d'Emmanuel Macron sur ce territoire, mais non pas en tant que politique. Je suis véritablement un candidat citoyen. Je ne suis ni élu, je suis élu d'une représentation professionnelle. Mais c'est quand même... quand vous dites qu'on ne me connaît pas, je tempère un peu votre ardeur en disant que je suis à Langogne, pardon. Je suis venu, non, pas qu'à Langogne. La première fois où je suis venu en Lozère avec mes parents, c'est à Belvezé. Et j'y ai bien des amis, j'ai même créé l'association des amis d'enfance. Après, je suis toujours resté attaché à cette région. J'ai acheté appartements pour faire des appartements sociaux. J'ai acheté un terrain pour construire ma maison à titre personnel. Donc Et puis, vous savez, finalement, je dirais quelque chose. C'est que quelqu'un comme je le représente, qui est très souvent, c'est vrai, parfois par rapport à l'activité actuelle à Paris, auprès des ministères, auprès des députés, pour défendre des causes, eh bien c'est le rôle d'un député. Il ne doit pas être que en Lozère, il doit être aussi à Paris et défendre les intérêts de son département. Patrick, il doit être un peu connu. On va avancer. Francis Palombi, on a l'habitude dans ces débats de parler très franchement, très librement, je dirais même on parle cash. Donc je vais vous poser moi la question, mais vraiment cash. Alors vous savez, vous parlez que vous avez candidaté, mais vous savez très bien que Patricia Brémond, qui est élue au sein du conseil départemental, elle aussi a candidaté pour avoir l'investiture d'Emmanuel Macron. Elle est soutenue. Mais je l'ai jamais vu sur le terrain. Elle est soutenue par la présidente du conseil départemental, Sophie
Sophie Pantel d'ailleurs, qui dont le silence est quasiment assourdissant dans cette campagne des présidentielles, parce qu'elle a soutenu Manuel Valls un petit peu au début, puis après depuis elle n'en a plus jamais reparlé, mais elle soutient Patricia Brémond pour l'investiture Macron. C'est la politique politicienne. Voilà. Et puis il y a aussi un nom qui revient de plus en plus. Elle a d'ailleurs déjà commencé sa campagne dans les communes. C'est Aurélie Mayol. Mais au titre de quel parti? Donc, non, mais vous répondrez tout à l'heure. Je vous laisserai la parole. Mais bon, vous le savez aussi, vous le connaissez très bien. Elle est soutenue, poussée par le sénateur Alain Bertrand. Donc vous allez être quand même, vous faites face quand même au ténor de cette gauche lozérienne qui souhaite d'autres candidats que vous sous la bannière Macron. Est-ce que vous, alors ma question, j'en arrive à ma question, est-ce que vous allez être en capacité de résister à ce rouleau compresseur? Oui, parce que je fais confiance à En Marche, je fais confiance à l'orientation démocratique et politique de mon candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a prôné les candidatures citoyennes. Eh bien, je suis une candidature citoyenne et je fais confiance à mon mouvement politique En Marche et à Emmanuel Macron. Monsieur Pardigon, il vous reste encore 1 minute et vous vouliez aborder les zones blanches ou les zones bleues. Les zones bleu clair, c'est-à-dire les gens qui ont voté Fillon. Je veux dire à ces gens-là qu'ils ont déjà été trompés une première fois par Dominique Régnier lors des régionales. Ce monsieur avait une candidature invalidée avant même l'élection, donc il a pénalisé le Front National et Louis Alliot à l'époque. Je voudrais pas une deuxième fois, qu'on se trompe une fois, c'est possible. Vous savez, on dit bien l'erreur est humaine, la réitérer est diabolique. Je voudrais pas qu'il se laisse tromper une deuxième fois par Emmanuel Macron, et donc je recommande quand même aux gens qui ont voté François Fillon en Lozère, par fidélité, par tradition, on connaît bien les Lozériens, je voudrais leur recommander de voter pour Marine Le Pen, qui est la seule à représenter la vraie droite, contrairement à M. Macron, qui lui est issu des rangs socialistes du gouvernement, et il a même été chef de cabinet de François Hollande, je crois. Emmanuel Macron, il n'est pas au Parti Socialiste. J'ai dit qu'il était. Il n'était pas non plus, il n'a jamais été au Parti Socialiste. Nous allons donc conclure ce débat avec 1 minute chacun. Pour conclure, on va commencer par M. Palombi. Pour conclure, 1 minute, M. Palombi. Eh bien écoutez, d'abord je me félicite de ces débats. Ils sont de qualité. On peut vous en remercier très sincèrement. Vous faites un très beau travail sur le plan démocratique. Nous avons pu nous exprimer. Vous êtes allé droit au but des questions. Alors, je lance un mot d'ordre à toutes les Lozériennes, à toutes les Lozériens, à tous les électeurs, les électrices. Eh bien, c'est de se rassembler pour faire gagner la France. Et je vous informe par la même occasion que le 2 mai, à 19h30, le mouvement En Marche, dont je suis référent, organise une grande réunion publique avec des personnalités qui nous rejoindront de En Marche pour encore continuer à expliquer le programme de Emmanuel Macron. Monsieur Pardigon, s'il vous plaît, pour conclure. Oui, je voudrais conclure en lançant un appel solennel aux gens qui ont voté pour François Fillon et qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'aux gens qui ont voté pour Dupont-Aignan et Asselineau. À l'heure actuelle, vous avez le choix entre 2 candidats. D'un côté, un candidat qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui a quand même des orientations certaines, et c'est plutôt une candidate, pardon, qui est Marine Le Pen, et vous avez le choix entre un transfuge du Parti Socialiste qui a gouverné pendant des années, qui sort d'une banque, qui a augmenté le chômage, qui a augmenté la dette publique, alors que nous voulons diminuer le chômage et baisser la dette publique. Donc, je ne vois pas comment des gens qui ont voté Fillon au premier tour puissent voter pour Macron au second tour. Ça me semble une aberration, de même pour les gens de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous les deux, merci M. Pardigon, merci Palombi Monsieur Palombi d'avoir participé à ce débat, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux débats.